Eh bien, l'invité, c'est 360. Oui, Asmao Dao, l'invité C360 d'aujourd'hui est Adama Sigiré, vice-président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, chargé de développement. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être venu. Avec vous, nous allons parler donc de cette rencontre AES-CEDEAO, cette rencontre à laquelle n'a pas participé les pays donc de l'AES et que gagne le Ghana qui a convoqué donc cette rencontre puisque c'est à l'initiative donc du président ghanéen. Mais avant, on va permettre donc Monsieur le Président de réagir sur cette déclaration du porte-parole du gouvernement ivoirien hier donc à l'issue du Conseil des ministres de la Côte d'Ivoire et lors de son compte rendu, il a réagi. Je cite ce qu'il a dit rapidement. Il a dit donc dans sa déclaration, il dit alors il dit qu'il attend donc des preuves sérieuses pour voir un peu, pour attester ce que dit l'accusation donc du Burkina Faso. Et il ajoute, hein, quand on est à la tête d'un pays, il faut être beaucoup plus sérieux. C'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement ivoirien. Votre réaction suite à cette déclaration du porte-parole du gouvernement? Oui, merci beaucoup Simon, merci madame. Effectivement, j'ai suivi cette déclaration-là du porte-parole du gouvernement ivoirien, certainement après la sortie du ministre de la Sécurité, du commissaire divisionnaire de police Sama, qui a fait une déclaration sur les antennes de la télévision de Burkina Faso, disant qu'il y a eu un complexe de déstabilisation du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et effectivement, dans cette déclaration, le nom de la Côte d'Ivoire a été cité. Et ce n'est pas la première fois, hein. Dans le passé aussi, nous avons eu des officiers qui ont tenté de déstabiliser le pouvoir du Burkina Faso et qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. On se rappelle encore de l'ex-DG adjoint de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, qui s'est refusé en Côte d'Ivoire après avoir tenté de déstabiliser le pouvoir du Burkina Faso. Donc, maintenant, la déclaration du porte-parole du gouvernement ivoirien aussi, je comprends. Quand on vous accuse de telles graves choses, ce n'est pas facile d'accepter. Voilà. Mais il y a des évidences quand même, il y a des évidences parce que tout laisse croire que tous ceux qui tentent de déstabiliser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré se retrouvent en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire d'office que la Côte d'Ivoire est impliquée ou bien que le gouvernement ivoirien est impliqué. Non, ce serait très imprudent de dire les choses ainsi. Mais l'évidence est que les gens qui tentent de déstabiliser, ceux qui tentent de déstabiliser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, ici au Burkina Faso, tout refusent en Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils vivent. Je pense qu'ils tournent, je pense que le gouvernement ivoirien va nous convaincre difficilement qu'il n'est pas au courant de l'existence de ces gens sur son territoire. C'est là vraiment tout le nœud. On aura certainement le temps pour en parler. Alors venons-en donc au sujet donc, pour lequel vous êtes là, la rencontre AES-CEDEAO. Alors, bon nombre se pose la question, pourquoi les pays de l'AES ont boycotté cette rencontre-là avec la CEDEAO? Oui, cette rencontre, d'abord l'invitation du président ghanéen qui a invité les pays de l'AES à participer à cette rencontre de la CEDEAO. Je pense que c'est de la diplomatie. Et le président ghanéen, depuis qu'il est arrivé, comme vous le voyez, hein, même lors de ses prises de fonction, il a invité le capitaine Ibrahim Traoré qui a fait le déplacement. Donc je pense que c'est resté dans cette logique encore qu'il a invité les pays de l'AES lors de cette rencontre de la CEDEAO. Mais c'est une invitation aussi de notre sens. Une invitation de notre sens, je le dis, parce que c'est difficile pour les présidents de l'AES de se retrouver dans une rencontre avec la CEDEAO. Comme je le dis, à partir du moment où vous n'avez pas les mêmes principes politiques, à partir du moment où vous n'êtes pas sur la même voie politique, c'est difficile pour ces deux entités-là, de la CEDEAO et de l'AES, de s'asseoir autour d'une même table pour discuter. Discuter de quoi d'ailleurs? Je pense que voilà pourquoi je dis que l'invitation est de notre sens. Alors, est-ce à dire que le travail véritable qu'il faut n'a pas été fait en amont pour essayer donc de pouvoir faire entendre, de pouvoir travailler avec les deux entités, la CEDEAO et l'AES, avant de convoquer cette réunion-là? Non, en amont ou en aval, je ne sais pas. Je veux dire simplement que c'est difficile aujourd'hui pour la CEDEAO et l'AES de s'asseoir autour de la même table. Même si ce travail avait été fait, je pense que ce serait très compliqué. Parce que ce sont des entités qui ne vont pas dans la même direction. Là où la CEDEAO veut aller et là où l'AES veut aller, ce n'est pas la même direction. Mais les deux entités vont s'asseoir pour parler de quoi? La CEDEAO, c'est la souveraineté. La CEDEAO, c'est la lutte contre l'impérialisme. La CEDEAO, c'est l'affirmation de la volonté politique de rupture des trois États. Et non, je parle de l'AES. L'AES, c'est la souveraineté.
L'AIS, c'est la lutte contre l'impérialisme. L'AIS, c'est la volonté d'affirmation de souveraineté des trois États. Alors que la CEDEAO, c'est tout à fait le contraire. La CEDEAO est restée attachée à cette pratique impérialiste, mais les deux entités vont s'asseoir pour parler de quoi? Donc, il n'y a pas quelque chose pour le moment, je l'ai dit, peut-être que dans les années à venir, mais pour le moment, il n'y a pas un fonds qui pourrait réunir la CEDEAO et l'AIS autour d'une même table. Alors, c'est très difficile. Alors, M. Sigiré, c'est bien vrai que les deux, quand chacun est campé sur sa position, mais on aurait pu imaginer un autre tournant. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Un autre tournant pourrait venir avec le temps, parce que les relations diplomatiques ne sont pas aussi figées pour toujours. Hein. Ça dépend aussi de ceux qui sont à la tête des pays, parce que les populations entre elles n'ont pas de grands problèmes. Entre les populations de la CEDEAO et les populations de l'AIS, c'est pratiquement les mêmes communautés de part et d'autre. Donc, si à la tête des pays, des différents pays, la gouvernance change, la donne politique change, il se pourrait aujourd'hui que des pays de l'AIS se retrouvent avec les pays de la CEDEAO autour d'une table en train de discuter de certaines choses. Mais pour le moment, vu les gens qui sont à la tête des pays de la CEDEAO, nous aussi, notre volonté de souveraineté au niveau de l'AIS, notre volonté d'affirmation, notre volonté de politique de rupture, je pense que évidemment c'est très difficile que ces deux entités-là se réunissent autour d'une table. Franchement, je ne crois pas. On se rappelle de cette tournée du président ghanéen. Il est venu au Burkina Faso, il est allé au Niger, il est allé au Mali. Sans oublier aussi qu'il a rencontré aussi le président ivoirien Alassane Ouattara. Et quand il est venu dans les trois pays de l'AES, il a affirmé, il a reconnu la souveraineté des trois pays. Il n'a même pas fait cas de cette rencontre AES-CEDEAO. Mais aujourd'hui, on se demande et lorsqu'il y a eu la rencontre le 22, le 23, la rencontre à laquelle n'a pas pris part les pays de l'AES, il a plaidé pour qu'il n'y ait pas l'isolement des pays de l'AES. Il a plaidé pour que les pays de la CEDEAO ne puissent pas punir les pays de l'AES. Que crée concrètement le Ghana? Le président ghanéen a une attitude conciliante, il a une attitude de diplomate. Je pense que c'est très bien pour la sous-région d'avoir aujourd'hui à la tête du Ghana un président assez conciliant, un président qui n'est pas va-t-en-guerre, il faut le dire, il n'est pas jusqu'au boutiste. Il veut vraiment que les relations s'améliorent entre la CEDEAO et l'AIS. C'est là où vraiment il faut admirer ce monsieur-là. D'autres pourraient dire qu'il n'est pas de bonne foi, mais moi je crois qu'il est de bonne foi. Mais comme je l'ai dit, à la tête de certains États, membres de la CEDEAO, il a des va-t-en-guerre, il a des jusqu'au boutiste. Je ne vais pas citer le nom, mais vous le savez aussi mieux que moi. Cela fait que c'est très difficile. Et si on va de par le passé, ce que la CEDEAO a voulu faire aux États de l'AIS, j'avoue que c'est très affligeant, c'est très regrettable. Si bien qu'aujourd'hui, les États de l'AIS, que ce soit le Burkina Faso, le Niger ou bien le Mali, ne peuvent pas se retrouver avec les États de la CEDEAO autour de la même table pour discuter de politique de développement. C'est très compliqué. Le président ghanéen essaie de faire ce qu'il peut faire, parce que quand les choses se passaient, surtout quand la CEDEAO décidait de bombarder le Niger, il n'était pas au pouvoir. Quand la CEDEAO prenait des sanctions très compliquées contre le Mali, il n'était pas au pouvoir. Quand la CEDEAO prenait des sanctions contre le Burkina Faso, il n'était pas au pouvoir. Donc c'est tout à fait normal qu'il essaie de concilier les deux. Mais de par le passé, la CEDEAO a eu des attitudes très révoltantes contre les pays de l'AIS. Et ces attitudes font qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, tout comme le général Assimi Goïta ou bien le général Kiani, ne peuvent pas se retrouver avec les présidents de la CEDEAO pour discuter de politique de développement. C'est très compliqué. Maintenant, cette position du Ghana, pourquoi le Ghana s'accroche-t-il à un retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO? Oui, vous savez, ça dépend même d'abord de la ligne politique du président nouvellement élu du Ghana. Voilà, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a une attitude de conciliateur, il veut concilier les deux. Même dans sa ligne politique aussi, il est plus ou moins proche de cette ligne de rupture-là, de cette ligne anti-impérialiste. Donc cela explique voilà, son comportement. Il vient vers les pays de l'AIS, espérant qu'il pourrait concilier l'AIS avec les États membres de la CEDEAO. Je dis que c'est une très bonne chose, mais il y a des évidences qui échappent certainement au président ghanéen du fait que quand certaines choses se passaient, lui, il n'était pas au pouvoir. Ces évidences-là font qu'aujourd'hui, c'est difficile pour les pays de l'AIS de discuter avec les pays de la CEDEAO. Parce que de par le passé, comme je l'ai dit, le mal, il a été tellement grand, et comme c'est tout à fait c'est humain, quand quelqu'un vous fait un certain mal, même si la personne essaie après de vous dire qu'il n'y a rien de grave, venons on va discuter, vous remémorez de ce que la personne a eu à vous faire, et c'est
ça vous fait très mal et c'est difficile de discuter avec ces gens-là. On se rappelle, aux premières heures de son investiture, le président John Dramani Mahama a nommé un envoyé spécial pour l'AES. Il a encore rappelé que cet envoyé-là va continuer à échanger avec les 3 pays de l'AES. Est-ce qu'il faut craindre quelque chose aujourd'hui quand on suit un tout petit peu l'évolution de la situation? De façon officielle, on n'a pas encore vu cet envoyé spécial-là dans les 3 pays. Mais cette question-là est remise encore sur la table. Est-ce qu'il faut craindre quelque chose? Oui, John Dramani Mahama est dans une attitude vraiment de conciliation entre le Ghana et les pays de l'AES. Ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire que le Ghana peut travailler à améliorer ses relations avec les pays de l'AES parce que le Ghana... Non, je ne crois pas. Je crois que c'est personnellement, je pense que John Dramani Mahama est de très bonne volonté. Quand on a vu ce qu'il a fait dès qu'il est arrivé au pouvoir, et quand on a vu la nomination de cet envoyé spécial, quand on a vu l'invitation, moi je pense que c'est quelqu'un qui est conscient des enjeux de développement, c'est quelqu'un qui est conscient que la sous-région ouest-africaine a intérêt à ce que les pays de la sous-région se regroupent. Je pense qu'il est de bonne volonté. Seulement, comme je l'ai dit, il y a certaines choses qui le sont passées avant qu'il ne soit président, et ces choses-là font que c'est difficile pour lui d'accomplir sa mission. Mais cela n'empêche, il peut essayer quand même d'améliorer les relations entre le Ghana, son pays, et les États membres de l'AES. Voilà pourquoi, quand il y a eu l'invitation, les présidents de l'AES ne sont pas partis, parce que c'est la CEDEAO. Mais quand lui-même, il a invité le président Ibrahim Traoré pour son investiture, Ibrahim Traoré est parti, parce que les États de l'AES sont conscients qu'ils n'ont pas intérêt à se replier sur eux-mêmes, ils ont intérêt à s'ouvrir et à avoir d'autres partenaires, et le Ghana est un partenaire stratégique. Maintenant, le Ghana est à part et la CEDEAO est à part. Quand il s'agit d'autres pays de la CEDEAO, c'est là maintenant que les choses se compliquent. Du reste, même la CEDEAO est dans un moment très compliqué parce que ce ne sont pas seulement les présidents de l'AES qui ne sont pas allés, hein. Même les présidents de la CEDEAO ne sont pas là à cette rencontre. La preuve, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara n'est pas allé. Donc il faut-il dit que cette CEDEAO-là va, comme beaucoup le disent, hein, il faut qu'elle devienne la CEDEAO des peuples. Les présidents sont en train de comprendre ce message-là. La CEDEAO est moribonde et il faut le dire, la CEDEAO n'a pas d'avenir parce que de par le passé, les chefs d'État ont travaillé à compliquer la situation de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO, c'est la CEDEAO des chefs d'État, c'est pratiquement un syndicat de quelques chefs d'État et au sein même des syndicats, ils commencent à ne pas s'entendre. Les populations ne se reconnaissent pas au sein de la CEDEAO. Les communautés des pays même qui sont dans la CEDEAO ne se reconnaissent pas. Ces communautés ne se reconnaissent pas dans la CEDEAO. J'imagine comment la CEDEAO peut continuer à vivre dans ce contexte-là. Parce que la volonté de souveraineté, la volonté de lutte contre l'impérialisme, la volonté de rupture est affichée pratiquement dans tous les pays de la CEDEAO, même que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Sénégal. Vous avez vu les sorties du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Ce sont des affirmations qui prouvent que même les Sénégalais et même les dirigeants veulent rompre avec cette pratique impérialiste-là. Donc, partant de tous ces faits, partant de toutes ces réalités, la CEDEAO vraiment n'a pas d'avenir. Il y a quelques ténors qui tentent de faire vivre la CEDEAO, mais je ne crois pas à cette viabilité-là. Une dernière question, une rencontre boycottée par les pays de l'AES. Peut-on espérer une autre rencontre AES-CEDEAO? Ce que je suis en train de dire, une autre rencontre AES-CEDEAO est bien possible. Voilà. Si à la tête de certains États... Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, mais ça pourrait aussi venir peut-être, pourquoi pas, hein, à la fin d'ici, la fin de l'année 2025. Comme je dis, il y a des élections de l'autre côté en Côte d'Ivoire. Tout dépend de ce qui va se passer là-bas. Voilà, tout dépend de ce qui va se passer au Niger. Voilà, vous savez qu'en matière politique, la donne peut changer du jour au lendemain. Hein. Absolument. Voilà, absolument. Donc, si la donne politique change à la tête de certains États, même peut-être d'ici la fin de 2025, il pourrait y avoir une rencontre entre l'AES et la CEDEAO. Mais avec les chefs d'État qui ont pris des sanctions graves contre le Niger, qui ont pris des sanctions graves contre le Mali et le Burkina Faso, j'avoue que ce sera très compliqué. Nous ne sommes pas partants pour ces rencontres. Voilà donc qui est bien dit notre invité du jour, Adama Sigiré, vice-président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel chargé du développement. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Avec vous, on parlait donc de la rencontre AES-CEDEAO que gagne le Ghana, même si les pays de l'AES n'y étaient pas.